Merci. Merci beaucoup, messieurs. Je vous propose tout de suite de passer à la présentation suivante, qui est celle de Yasushi Ueda, qui va nous parler de Chopin à nouveau, mais interprété par Saint-Saëns. Oui, bonjour. C'est à vous, Donc, Yasushi. bonjour. Et vous Ok, êtes connecté du Japon, hein, je tiens à le signaler. oui, c'est ça. Allez-y. Donc, bonjour, je m'appelle Yasushi Ueda, correspondant étranger japonais. Et donc, je remercie tout d'abord l'IRAMUS qui m'a fourni cette occasion précieuse d'intervenir dans ce séminaire. Je travaille aujourd'hui en tant que chargé du cours à l'Université des Arts de Tokyo et d'autres universités à la région Kanto. Et ça fait déjà 5 ans que je n'habite plus à Paris, où j'ai fait mes études d'abord auprès de Madame Danielle Piston dans le Master 2, et puis pour mon doctorat sous la direction de Monsieur Jean-Pierre Bartoli, ici présent, et Madame Laure Schnapper pour achever ma thèse au sujet de Joseph Zimmermann, professeur de piano au conservatoire et maître du salon musical important à Paris, celui Philippe. Pendant ces 3 ans passés en tant que chercheur attaché à la Société pour la promotion de la science, JSPS, j'ai entamé un nouveau sujet de recherche et à ce titre suggéré d'avancer vers un autre domaine que je n'avais pas encore approfondi. J'ai commencé une étude sur le style historique de l'exécution pianistique autour du terme jeu perlé. Ma présentation d'aujourd'hui se base donc des fruits que j'ai récoltés après 3 ans de recherche récente. Il s'agit aujourd'hui surtout de l'analyse de l'interprétation du nocturne opus 15 numéro 2 en fa dièse majeur que Saint-Saëns a encodé sur le rouleau de piano pneumatique en 1905. Si j'ai choisi l'interprétation de Saint-Saëns, c'est non seulement puisque cette année 2021 est le 100e anniversaire après son décès, mais aussi j'aimerais apprécier le jeu de Saint-Saëns d'un autre aspect que le jeu perlé dont on a beaucoup parlé depuis plusieurs années. D'après mes recherches récentes, le journalisme français utilise le terme jeu perlé pour qualifier le jeu pianistique en le considérant comme une des caractéristiques nationales lorsqu'il s'agit des pianistes Francis Planté et Camille Saint-Saëns. Les professeurs de piano du conservatoire évitent cette expression figurée dans leurs textes pédagogiques. Toutefois, la touche claire et nette qui se fonde sur le principe de l'indépendance des doigts restait l'idéal de l'enseignement pianistique de l'établissement. Cependant, la qualité perlée n'est pas l'aspect unique qui contribue à la construction de l'identité nationale de jeu pianistique. Et dans sa méthode intitulée Le piano paru en 1959, Marguerite Long accorde de l'importance à la qualité oratoire plutôt que le perlé. Je cite. Les doigts doivent prononcer les notes comme les lèvres prononcent les syllabes. Cette préoccupation non pas tant de perler que de parler toutes les notes à la manière d'un orateur ou d'un chanteur est un des caractères de la technique française du piano qui cherche instinctivement la clarté dans l'élocution. Un jeu bien articulé, sans sécheresse, est pour un pianiste un avantage aussi précieux qu'une bonne diction pour un acteur. Fin de citation. Dans l'intention d'examiner cette qualité élocutoire dans le jeu pianistique, je me concentre sur le tempo rubato qui a un rapport étroit à la pratique du discours musical. En effet, Georges Mathias, élève de Kalek Blenner et de Chopin, et professeur du Conservatoire de musique de Paris, compare le jeu pianistique à l'art oratoire en parlant du tempo rubato. Je cite. Chacun sait que le rubato est une indication qu'on trouve chez les anciens dans l'altération du mouvement et l'essence, et qui rentre dans les deux moyens d'expression de la musique qui sont
la modification du son et celle du mouvement. Comme dans l'art oratoire, où celui qui parle, selon qu'il est animé de tel ou tel sentiment, élève, abaisse la voix, accélère ou ralentit sa diction. Donc, le rubato est une nuance de mouvement et il y a en lui anticipation et retard, inquiétude et indolence, agitation et calme. Quant à la pratique de Saint-Saëns du rubato dans le Nocturne opus 15, numéro 2 de Chopin, un claveciniste australien, Neil Pérez da Costa, s'intéresse à son style rubato dans son livre Off the Record, en examinant l'avis de Saint-Saëns sur le rubato chopinien et l'interprétation du nocturne fixée par Saint-Saëns sur le rouleau du piano. Le texte de Saint-Saëns auquel Da Costa se réfère est un discours que Saint-Saëns donne lors de la conférence à San Francisco, intitulé L'exécution du piano, de musique et principalement de la musique ancienne. Certes, dans ce texte, Saint-Saëns semble critiquer le rubato quand il parle de la musique des clavecinistes. Je cite. Je note un signe curieux qui indique que la main droite doit arriver un peu en retard sur la gauche. Cela montre qu'on n'avait pas, comme trop souvent de nos jours, l'affreuse habitude de faire aller les deux mains l'une après l'autre. Fin de citation. Il est vrai, comme Neil Pérez da Costa démontre, que Saint-Saëns souvent retarde la mélodie par rapport à la basse. Après avoir ainsi comparé le texte et le pratique par Saint-Saëns dans le Nocturne de Chopin encodé sur le rouleau de piano en 1915, Costa conclut que, je cite, les textes écrits et la preuve audible ne s'accordent pas. Cependant, si on lit attentivement des écrits de Saint-Saëns sur le rubato et si on analyse scrupuleusement son interprétation du nocturne, on atteindra à une conclusion différente. Voilà ce que je vais démontrer et l'objectif de cette présentation. Voilà, et l'attitude de Saint-Saëns à l'égard du tempo rubato. Si Saint-Saëns s'intéresse au tempo rubato, c'est qu'il n'avait jamais écouté le jeu de Chopin, bien que ce dernier fût vivant dans son enfance. Dans un article qu'il a publié en 1910, lors du 100e anniversaire d'un musicien polonais, il regrette qu'il n'ait pas eu d'occasion d'écouter Chopin. Je cite. Jamais je n'ai entendu Chopin et jamais ne m'en suis consolé, car j'aurais pu l'entendre et c'est mon professeur de piano, Stamaty, qui m'en a empêché en me menaçant de me renvoyer de chez lui et s'il apprenait que j'avais entendu le grand artiste. Il craignait à juste titre la comparaison. Fin de citation. Et paradoxalement, c'est par ce manque de l'expérience qu'il incite à la recherche du style rubato chopinien. Dans le même article, il cite deux musiciennes qui lui avaient inspiré l'esprit du rubato dans sa jeunesse. La première est la vicomtesse de Marie de Grandval. Et en écoutant son chant, Saint-Saëns a l'impression d'avoir compris le style de Chopin. Je cite, elle chanta une délicieuse chose de sa façon, la source, en s'accompagnant elle-même. Et je fus frappé et charmé par la tranquillité et la fluidité de son jeu pur, sa nuance inutile qui s'accorde si bien avec ma manière de voir. Ce style uni et tranquille et de tenter de Chopin dont elle avait été l'élève. Fin de citation. La seconde était Pauline Viardot, elle aussi élève de Chopin. J'ai eu sur Chopin, sur son exécution, les renseignements les plus précieux. J'ai su que sa manière était beaucoup plus simple qu'on ne se le figure généralement.
Fin de citation. En se proposant sur ces souvenirs, Saint-Saëns déduit sa définition du tempo rubato, Chopinien, et je cite du même article. J'ai connu le vrai secret du tempo rubato, indispensable dans la musique de Chopin. À ce tempo rubato, que d'erreurs on commet en son nom, car il y a le vrai et le faux, comme dans les bijoux. Dans le vrai, l'accompagnement reste imperturbable, alors que la mélodie flotte capricieusement avant se retarde pour retrouver tout ou tard son support. Ce genre d'exécution est fort difficile, demandant une indépendance complète des deux mains. Et quand on ne peut y parvenir, on en donne à soi-même et aux autres illusions, en jouant la mélodie en mesure et en disloquant l'accompagnement pour le faire tomber à faux. Ou bien encore, c'est le dernier degré, on se contente de faire arriver les deux mains l'une après l'autre. Mieux vaudrait 100 fois jouer tout uniment en mesure et les deux mains ensemble. Mais alors on n'aurait pas l'air artiste. Fin de citation. Il répète la même chose dans le discours lors de la conférence à San Francisco, mais un peu plus de la précision. C'est donc le rubato est une grande liberté laissée à la partie chantante, alors que l'accompagnement garde une mesure rigoureuse. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Aussi, pour en donner l'illusion, on disloque la basse, on résulte de la mauvaise exécution qui est monnaie courante dans les salons et même ailleurs. Fin de citation. La définition du rubato que donne Saint-Saëns est claire. La partie accompagnement doit garder un tempo régulier, tandis que la mélodie chantante chante avec la flexibilité rythmique. Une telle explication n'est pas sans précédent. Dans un texte sous la plume des élèves de Chopin, tels que Calor Mikuli, Georges Mathias, et même encore dans la méthode de Zimmermann, on retrouve l'explication semblable. Par exemple, Zimmermann écrit en 1840, je cite, « Ne pas laisser influencer le mouvement de basse par le laisser aller et le caprice qui exige quelquefois le caractère d'une mélodie. » Cette description se base probablement sur son observation du jeu de Chopin qu'il a invité souvent à ses soirées musicales. Franz Liszt explique aussi le rubato, mais de façon plus succincte. Il le qualifie comme la règle de l'irrégularité. Il est évident que Saint-Saëns ne critique pas l'usage de rubato, mais rapproche des pianistes qui disloquent la régularité des phrases musicales en retardant la partie chantante uniformément. En observant que l'interprétation du Nocturne opus 15 numéro 2 de Chopin réalisée par Saint-Saëns, Pérez d'Acosta se demande pourquoi Saint-Saëns pratique de manière qu'il a blâmée. En effet, dès le début de son jeu, Saint-Saëns retarde fréquemment la partie du chant. C'est ainsi que Pérez d'Acosta conclut qu'il n'y a pas la cohérence entre ce que Saint-Saëns dit et ce qu'il pratique sur le piano. En analysant la même interprétation, je vais montrer, au contraire, comment Saint-Saëns maîtrise le rubato de manière très intentionnellement en fonction de la forme musicale. Ensuite, analyser le tempo rubato. Dans son vivant, Saint-Saëns encode 2 fois sur le rouleau de piano ses interprétations des pièces de Chopin. L'un est l'étude opus 10 numéro 3 et l'autre le Nocturne opus 15 numéro 2, tous les deux réalisés le 13 novembre 1905. Afin d'analyser le rubato, j'ai choisi cette dernière pièce. Cette version est adéquate quand on veut analyser sa pratique du rubato en 2 raisons. En premier lieu, le genre nocturne, écrit normalement dans le style cantabile,
était le lieu où les pianistes pratiquent le rubato. Et seconde raison, le rouleau de piano facilite à analyser le décalage des battements entre deux mains. Concernant la mélodie de l'analyse, après être scanné, ce rouleau en papier peut être converti aux données MIDI. Les données de ce rouleau de piano sont disponibles sur le site de Stanford University Piano Roll Archive. Le format MIDI est idéal pour calculer de manière très précise la durée de chaque battement, tandis qu'une interprétation fixée sur le cylindre ne permet pas de repérage minutieux. En utilisant donc le fichier MIDI, j'ai repéré chaque pulsation de la cloche qui se reproduit dans la mélodie et la basse à l'aide du logiciel Sonic Visualizer. Vous voyez ici des notes visualisées en tant que morceaux de barre horizontale. La figure en haut à droite montre le début du nocturne. Les lignes verticales orange répètent le commencement de chaque croche de la mélodie à la main droite. Ces lignes sont d'abord automatiquement marquées et je les ai ensuite ajustées de façon manuelle pour qu'elles soient placées au temps précis. De même façon, pour la main gauche, j'ai repéré le commencement de chaque croche. S'il y a plusieurs notes sur en même temps notées, la première est repérée. Et ce travail me permet d'acquérir les données de la place temporelle précise de chacune croche de la mélodie à la main droite et celle de la basse à la main gauche. La colonne à extrême droite montre la différence du temps de chaque croche entre la main droite et la gauche. Si la valeur se fait moins que 0, cela signifie que la main gauche anticipe à la main droite. Dans le cas où il n'y a pas de battement d'une croche, la valeur sera 0. Donc, on va voir d'abord la valeur moyenne du décalage entre la partie mélodique et la basse. Ce graphique compare les deux cas, anticipation de la main gauche et l'anticipation de la main droite. En ce qui concerne les occurrences, l'anticipation de la main gauche se produit 132 fois, tandis qu'il n'y a que 35 fois pour la main droite. La valeur moyenne de l'anticipation de la main gauche est 0,146 secondes, alors que pour la main droite, la valeur n'est que 0,081 secondes. Sous l'aspect général, on peut dire que le rubato de Saint-Saëns consiste à retarder la mélodie par rapport à la basse. Ensuite, on va voir où le pianiste recourt au rubato en fonction de la forme de ce nocturne. Ce graphique visualise le décalage du temps entre la basse et la mélodie pour les 245 battements du nocturne. En haut du graphique, j'ai indiqué la section formelle avec, par exemple, A majuscule, A minuscule, etc. Les limites de chaque section sont marquées par une barre verte verticale. En observant le commencement de chaque section, on compare que le pianiste retarde la mélodie par rapport à la basse de manière systématique et souvent la valeur montre plus que moyenne 0,146 secondes. Le premier rubato remarquable s'opère au début de A', A minuscule prime, où Chopin note expressément deux arpèges, appoggiature. Quant à la partie centrale, le début de B majuscule, la basse anticipe le battement de la mélodie à chaque hauteur de motif C.
Entre autres, le rubato au commencement de C2 est à noter, car en retardant la main gauche, le pianiste voudrait ressortir la modulation du fa dièse majeur ou la majeur, qui fonctionne comme une sorte de figure rhétorique, parce que l'auditeur ne peut prédire vers quel ton la musique module quand on entend un accord de septième diminué, et la majeur qui le suit, et le ton plus ou moins inattendu. Ensuite, pardon, c'est le moment de la modulation. J'ai oublié de passer. Donc, je passe la page prochaine. Et ensuite, j'ai examiné la relation entre le rubato et les accents indiqués par Chopin dans la partie mélodique. Les barres verticales jaunes montrent le battement où Chopin inscrit un signe d'accent. Parmi les 8 signes d'accent mélodique, 7 sont mis en relief par Saint-Saëns qui retarde les notes mélodiques accentuées par rapport à la basse. L'un de ces accents correspond à l'endroit où la mélodie saute une onzième. Pardon. Voilà. Là, le compositeur indique con forza, et un autre accent se situe sur la note pianissimo à la suite d'un crescendo. Il s'agit également du commencement d'un passage élaboré harmoniquement. La descente chromatique de la basse sur laquelle on entend la troisième renversement d'un accord du septième de dominante du sol majeur, le ton en plus ou moins écarté du ton initial. Ensuite, on va voir des cas où la mélodie anticipe sur la basse. L'anticipation de la mélodie s'opère quand le pianiste joue des trilles ou des groupes petits. Dans le graphique, des barres grises verticales indiquent l'endroit où se produisent des trilles. Les 4 notes triées sont toujours commencées avant le battement de la basse. De semblables anticipations anticipation s'opère aussi au septolé qui précède des fioritures. Comme on verra plus tard, l'intention de Saint-Saëns consiste à ne pas relâcher le tempo et de l'accompagnement lorsqu'il y a l'ornementation brillante. Comme on a vu jusqu'ici, Saint-Saëns ne pratique pas le rubato de manière arbitraire, mais plutôt systématique, et chaque rubato remarquable a leur sens. Et chaque rubato a leur sens, donc. Afin de confirmer encore la régularité du rubato, comparons maintenant les 2 phrases qui se correspondent du point de vue de la forme. Il s'agit du conséquent de A majuscule et de celui de A virgule majuscule. Pardon, c'est pas A prime majuscule, pardon. Donc, ce graphique compare les 2 conséquents en montrant le décalage entre la mélodie et la basse par chaque battement de la croche. La ligne orange correspond au premier conséquent et la ligne verte au second conséquent. La similitude entre ces 2 lignes est évidente. Dans les 2 conséquents, lorsqu'il se produit des appoggiatures et un saut mélodique avec un accent, le pianiste souligne chaque fois le décalage presque de même manière. Cette comparaison révèle que Saint-Saëns maîtrise le rubato de manière précise, battement par battement. Pour finir, je m'intéresse à la relation entre la fioriture et l'accompagnement.
Parmi les disciples de Chopin, leur élève, Jean Kretinsky explique la pratique de la fioriture chopinienne. Dans son livre sur interprétation des œuvres de Chopin, paru en 1880, et il explique la manière de jouer fioriture en fonction de la pratique de l'accompagnement de la main gauche. Et je cite: comparé dans le nocturne en fa dièse, opus 15, les mesures 3e et 11e, puis 51e, au retour du premier motif. Aussi, ces traits retournés avec l'ornementation ne doivent-ils pas être ralentis, mais plutôt accélérés vers la fin. Un ralentando leur donnerait trop d'importance, leur donnerait la signification d'idées particulières et indépendantes, alors qu'ils ne sont que des fragments de la phrase et qu'ils doivent se fondre avec la pensée et disparaître en elle comme un petit ruisseau qui se perd dans une grande rivière. Ou bien ce sont des parenthèses qui, prononcées vite, font plus d'effet que si on s'arrête sur elles. Fin de citation. Bien que l'on sache si Saint-Saëns avait lu ce livre, il est intéressant de pouvoir tracer sur son interprétation la fonction de l'ornementation détaillée par Kretinsky. Ce graphique montre la comparaison du tempo entre A minuscule de l'antécédent représenté par la ligne bleue et A' du premier conséquent, ligne orange, c'est-à-dire le thème initial nu et celui qui est orné. Ici, la mesure 3, on reconnaît que le pianiste ralentit légèrement le 10e et 11e battement de la cloche. Au contraire, la mesure 11, où se produit la fioriture, Saint-Saëns s'accélère malgré l'augmentation des notes, ce qui correspond exactement à l'observation de Kretinsky. Et écoutons ces exemples sonores d'abord. J'espère que vous avez entendu. Et ensuite, après, avec l'ornementation. Voilà. Le cas de la mesure 51 est encore remarquable. En remplaçant la fioriture originale écrite par Chopin par la fioriture employée à la mesure 11, Saint-Saëns l'exécute sans ralentir le tempo. En outre, il ajoute cette fois les 4 notes pour faire écouter les notes qu'on pourrait qualifier perlées. Écoutons cet exemple. Voilà, donc sans ralentando. Et voilà, donc je conclue rapidement. Pardon. Je conclue rapidement et à partir de l'analyse du rubato pratiquée par Saint-Saëns, je déduis ces 3 fonctions. En premier lieu, le rubato articule les phrases. Au début de chaque phrase mélodique, la basse anticipe la mélodie. Le rubato fonctionne, pour ainsi dire, en tant que ponctuation musicale. En deuxième lieu, le rubato ressort des explications locales telles que accent et saut mélodique pour imiter style cantabile. La richesse de ces nuances provient probablement de l'enseignement de Camille Stamaty, car Saint-Saëns admet en 1910 qu'il avait conservé les traces des morto espressivo recommandés par son maître.
troisième point, le rubato met en évidence la place accessoire de l'ornementation dans le discours musical. Le rouleau de piano réalisé par Saint-Saëns est important parce que non seulement il révèle un des secrets du style chopinien, censé être hors principe académique ou hors de l'école, mais également il est un des fruits d'une recherche historique de Saint-Saëns portée sur la pratique musicale. Saint-Saëns voudrait reconstruire le style type du jeu chopinien qu'il n'avait jamais écouté à la recherche de l'autorité dans le jeu des œuvres de ce maître polonais. Son attitude à l'égard de la reconstruction du style fondé sur la documentation semble plus ou moins se rapprocher de ce que les musicologues anglophones appellent la performing practice. En choisissant le Nocturne opus 15 numéro 2 de Chopin en tant que pièce à enregistrer en 1905, Saint-Saëns voudrait probablement fixer le style rubato de Chopin en tant qu'un des résultats de ses recherches de l'exécution musicale historique. Sa motivation de cet enregistrement reste à étudier en consultant des archives qui permettraient la contextualisation. Mais un fait que j'ai pu confirmer à travers cette analyse, c'est que les écrits de Saint-Saëns au sujet du rubato et son enregistrement ne sont jamais incohérents. Merci. Merci bien, Yasushi, pour cet exposé extrêmement intéressant et très, très rigoureusement étayé par une analyse technique et avec les moyens modernes de l'analyse de l'interprétation. Donc, je reprends la parole en fait à la place de Nicolas qui a été obligé de nous quitter pour des raisons de travail. Et donc, c'est moi qui suis chargé d'animer les débats. Donc, je vois une réflexion très intéressante sur la notion de rubato dans le sens original du terme. Et en particulier, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a clairement un décalage, pour parler de décalage, entre ce qu'écrit effectivement, enfin pour nous aujourd'hui, ce qu'écrit Saint-Saëns et ce qu'il fait dans la réalité, mais en fait, il faut recontextualiser. Et effectivement, je pense qu'une des suites à donner à cette recherche serait peut-être de comparer justement ce que fait Saint-Saëns sur ce nocturne par rapport à d'autres interprètes de cette époque pour voir justement quel type en particulier pour la question du décalage, quel type de rubato oppose Saint-Saëns à d'autres pianistes de la même époque. Mais je voudrais tout de suite passer la parole à qui veut intervenir sur cet excellent exposé. Florence a levé la main. Il faut que tu mettes ton micro, Florence. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour Yasushi, je voulais te féliciter. Je suis, admirative de ta démonstration, d'une grande clarté, d'une grande précision et j'ai envie de dire d'une grande sensibilité. Merci. Et en t'écoutant, je me demandais s'il n'y a pas à chercher une inspiration du côté des clavecinistes. Je trouve que tout ce que tu as démontré sur ces fameux gruppetti, cette sécurité de la main gauche et ces légers. Enfin, je trouve que on pense forcément à l'interprétation, par exemple, des préludes non mesurés ou aux subtilités de François Couperin. Et je ne sais pas ce que tu en penses, tu n'as pas prononcé le terme clavecin ni claveciniste, mais moi j'y ai pensé tout le long. Voilà, je te livre cette réflexion et je voulais te dire que je suis totalement admirative de ce travail. Oui, merci. Oui, le rapport avec le style claveciniste, c'est intéressant, mais je ne profonde pas encore. Peut-être ce que Saint-Saëns pense quant à rubato, c'est le style italien de l'opéra. Et pour Saint-Saëns, le style non mesuré n'est pas très
comment dire, c'est au contraire de sa sens musical. Il aimait la sens très mesuré et rigoureusement. C'est éduqué par son maître Camille Stamaty, qui est l'auteur d'une méthode avec le métronome. Donc, peut-être la décalage de la main gauche et droite, c'est bien sûr, Saint-Saëns connaît la pratique auprès de clavecinistes, mais il a, quant à le sens mesuré, c'est bien puisé par la pratique de le rapport entre l'accompagnement et le chant italien, je pense. Mais est-ce que ce n'est pas une question de rhétorique, en fait, son approche? C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Oui, c'est donc... oui, pardon. Le rhétorique, oui, c'est la rhétoricité, c'est bien. Donc, maîtriser le rubato, c'est la pratique du discours musical pour mettre en valeur l'élocution orale d'un musicien. Donc, cette tradition, est-ce que je voudrais plutôt vous poser question, est-ce que cette pratique existait aussi dans l'époque baroque, époque des clavecinistes? Ça existait. Donc, oui, c'est très intéressant. Je pense qu'il faudrait creuser, en fait, cette question du discours. Oui, ça doit être longue tradition depuis 18e, 16e, 17e siècle. Je dirais 17e, oui. Oui. Donc, ce que Saint-Saëns a connu dans ce domaine rhétorique, ça doit être peut-être approfondir encore plus à partir d'ici. Merci, c'est très intéressant. Merci. Oui. Oui, d'autres remarques? Moi, en fait, oui, mais je veux pas comme trop prendre de temps. C'est juste pour savoir si Monsieur Ouada, merci beaucoup pour votre présentation très complète. J'ai resté accroché sur les rouleaux de piano. Donc, je me demandais en fait si vous pourriez m'écrire ou me donner votre courriel par rapport à comment on retranscrit les données en MIDI. Parce que moi, j'ai Pro Tools là, qui est fait du MIDI, mais j'aimerais ça en fait savoir comment, si vous pouvez m'écrire. La méthode de convertir au MIDI, c'est ça. Oui. Oui. En fait, c'est pas moi qui l'a converti en MIDI. C'est déjà fait par l'équipe de Stanford University. Et vous avez l'accès libre sur le site de Stanford University Piano Roll Archive. Vous pouvez taper sur un ordinateur, vous allez trouver tout de suite. Et ça, c'est aussi téléchargeable. Donc, c'est une sorte de open source source libre, voilà, ouverte. À l'université de Stanford. Peut-être, si vous avez un petit moment, peut-être, c'est de le mettre en lien, oui. éventuellement, dans le fil de conversation. Justement, donc ça invite peut-être à faire de la comparaison, ce que je pense, c'est-à-dire que dans le fond, ce qui m'intéresse vraiment énormément, d'abord, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, Saint-Saëns pratique le rubato, donc là, ça a été très, 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 très nettement marqué, mais il le pratique d'une manière qui lui est personnelle. Et donc, ça invite vraiment à faire des comparaisons, c'est-à-dire qu'on a envie de voir le schéma du nocturne par Saint-Saëns, et puis par exemple le schéma du même nocturne par Kołchalski, ou bien par... c'est vraiment quelque chose c'est une ouverture formidable pour une étude plus fine. Moi, ce qui me frappe, c'est que on se fait des illusions sur je crois qu'on fait beaucoup de généralisations sur le jeu perlé. Et il me semble que ce que vous êtes en train de proposer là, c'est quelque chose de probablement plus fin que les généralisations qu'on a
qu'on a souvent en tête Mhm. par rapport à cette Ouais. notion de jeu perlé ou d'exactitude métronomique, Mhm. etc. Je pense qu'il y a, il y a quelque chose de vraiment porteur de ce point de vue. Mhm. D'autres remarques? J'aurais une autre question en fait. Ce qui me frappe énormément avec votre étude, c'est quelque chose qui m'avait déjà frappé, c'est que le roue bateau n'est pas seulement le décalage vers l'arrière, Mhm. c'est-à-dire Ouais. qui consiste à ralentir, mais Mhm. c'est aussi, et ça c'est une pratique qui est absolument, enfin qui me semble avoir complètement disparu, c'est le fait Mhm. d'accélérer. Mhm. Parce que là, vous avez bien montré un texte, le texte de Liszewski, qui dit, dans le fond, il faut, attention, il faut accélérer, il faut même plutôt presser le mouvement dans Mhm. tel passage. Euh, et ce qui me frappe aussi dans l'enregistrement qu'on a entendu, c'est que parfois, on a l'impression que Saint-Saëns écourte certains silences, certains moments pour tout de suite enchaîner sur la section Mhm. suivante entre les phrases. Est-ce que Mhm. vous avez Oui. observé ça aussi, Yasushi? Oui. Euh, c'est dans la pièce qu'on a écoutée, la fioriture se situe, euh, ne se situe pas dans la limite grande, comment dire ça, la limite de la grande section, Oui, pardon. Donc c'est juste dans le, comment dire, ça se situe dans petite phrase, entre petites phrases. oui, Donc, donc c'est donc il y a quand il y a la grande coupure de phrases, oui, euh, ça pratique la grande décalage. Il exagère la décalage entre deux mains. oui, Voilà, donc c'est, comment dire, l'esprit de Rubato, c'est pour faire ressortir euh, la division des grandes périodes plutôt que phrases, pardon. oui, C'est ce que je voudrais dire. oui, oui, j'ai Mhm. compris. Oui, oui. D'autres réactions? On va bientôt être obligé, hélas, je crois qu'on doit finir à 11h30, il est 32, donc mais on peut se laisser encore une ou deux questions si, s'il y en a. Pas d'autres pas d'autres réactions? Hein, en tout cas, je trouve que vraiment cette communication est vraiment très intéressante par rapport à une étude plus affinée de ce que peut être l'interprétation aujourd'hui. Et en fait, c'est extrêmement, enfin moi, il me semble extrêmement révélateur d'écouter ces très vieux enregistrements sur enregistrement pneumatique et aussi en acoustique, car on s'aperçoit qu'il y a une marge de liberté et une différence de, enfin, les pianistes à l'époque ne jouaient vraiment pas tous de la même façon. C'est ça qui me frappe. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas dire ah, mais dans les temps anciens, on faisait ceci ou on faisait cela. On s'aperçoit qu'il y avait un éventail de liberté dans les interprétations qui était beaucoup plus immense qu'aujourd'hui. Moi, c'est une des grandes. Enfin, c'est ce qui me frappe aussi. Moi, en ayant travaillé sur la balade de Chopin, j'ai écouté beaucoup d'enregistrements anciens et je trouve qu'il y a une variété de palettes et de liberté d'interprétation qui est beaucoup, beaucoup plus grande dans les temps anciens que dans les temps nouveaux. Et alors, moi pour finir, je me pose quand même la question sur ces notions d'école, parce qu'on a tendance, je me demande si on n'a pas trop tendance à vouloir dire, bon, bah, le jeu perlé, c'est français. Enfin, quand on écoute Cortot et Marguerite Long l'un à côté de l'autre, ça n'a absolument rien à voir. Hein, je veux dire, et donc on ne peut pas généraliser le jeu perlé pour la France et tel autre jeu pour tel autre pays. Je crois qu'il faut être effectivement beaucoup plus fin que ça. Et ce type d'analyse que propose Yasushi et d'autres me semble aller dans cette direction-là de combattre les idées reçues. Voilà. Pas d'autres
pas d'autres remarques, mais je crois que c'est donc à moi de prendre la responsabilité d'achever cette matinée. Est-ce bien cela, Marianne? Je n'ai pas votre micro, Marianne. Je ne vous entends pas, Marianne. Merci Jean-Pierre, excusez-moi. Le prochain rendez-vous a lieu le 10 juin. Voilà. Et nous sommes en train de réfléchir pour éventuellement, avec beaucoup de précautions, envisager un mixte visio-présentiel. C'est à l'étude. Peut-être que l'ordre de passage sera inversé dans la mesure où il y a le 10 juin la présentation de la mini-soutenance d'Antoine Laporte qui est présent ici aujourd'hui. Et donc, peut-être que nous allons intervertir l'ordre de passage pour terminer par la mini-soutenance d'Antoine. Je ne sais pas, il faut qu'on affine notre programme. Voilà, mais le prochain rendez-vous est le 10 juin. Et toujours en visio, à mon avis, et peut-être, la certitude, c'est la visio, l'incertitude, ça sera peut-être une partie en présentiel. Oui, ce serait un bon signe pour tout le monde. Oui. Voilà. Donc, dans le fil de conversation, il y a le lien de Yasushi vers les fichiers MIDI donc proposés par Stanford. Je crois qu'il nous reste à remercier tout ce public d'avoir été là et d'avoir été aussi présent. Merci à vous tous. Et donc, on se retrouve bientôt. Merci à ceux qui sont très loin. Je pense à Yasushi qui est à Tokyo, à Juan Hao qui doit être à Shanghai et qui nous écoute. Antoine, non, vous êtes Canadien, mais vous êtes quand même chez nous là actuellement. Oui. Paris. Ah bon, voilà. Donc, merci à tous. C'est une des vertus, en tout cas, de Zoom, c'est de pouvoir nous rassembler. Et c'est pour ça va falloir continuer, effectivement, l'hybride. C'est ce que nous a appris cette période compliquée. À bientôt et au revoir à tous. Merci à tous aussi. Au revoir. Merci.